Tu n'as jamais eu besoin de tout savoir. Il a prononcé cette phrase sans colère, presque avec douceur, comme on explique une évidence à quelqu'un qui se fatigue inutilement. Nous étions assis à la table de la cuisine, celle que j'avais tant de fois essuyée, dressée, protégée, comme on protège un rituel fragile. Le café refroidissait, entre nous. La radio murmurait une voix lointaine. Rien ne criait le drame. Et pourtant, à cet instant précis, quelque chose s'est déplacé en moi, calmement, irréversiblement. Je ne me suis pas défendue. Je n'ai pas répondu tout de suite. Ce silence-là n'était pas celui que j'avais pratiqué pendant des années pour préserver l'harmonie. C'était un silence neuf, dense, chargé d'une lucidité soudaine. Tu n'as jamais eu besoin de tout savoir. Cette phrase ne cherchait pas à me rassurer. Elle me plaçait. Elle dessinait une frontière que je n'avais jamais vue aussi clairement. Je m'appelle Madeleine. J'ai 60 à 10 ans. Et pendant 30 années de mariage, j'ai cru que la solidité se mesurait à la durée, que l'amour discret valait mieux que les éclats, que la paix domestique était une victoire quotidienne. J'ai cru que comprendre sans poser trop de questions était une preuve de maturité. J'ai cru que se taire parfois était une manière d'aimer. Quand je l'ai rencontré, j'étais jeune encore, mais déjà prudente. J'avais vu des couples se déchirer à force de trop dire, de trop vouloir savoir. Lui m'avait séduite par sa retenue. Il parlait peu de lui, beaucoup de responsabilités. Il disait que la vie demandait de l'ordre, de la discrétion, parfois des zones réservées. J'avais pris ces mots pour de la sagesse. Je ne savais pas encore qu'ils pouvaient aussi servir d'abri à des vérités que l'on choisit de ne pas partager. Notre mariage s'est construit sans heurts visibles. Pas de grandes scènes, pas de cris. Une maison tenue, des habitudes solides, une image rassurante. Je m'occupais de l'intérieur. Lui, du reste. Cette répartition s'est installée sans être discutée. Je m'y suis glissée naturellement. Je me sentais utile. Indispensable même. Et cette utilité m'a longtemps suffi pour faire taire ce qui, parfois, tentait de s'éveiller en moi. Il y a eu des absences. Toujours expliquées. Toujours justifiées. Des réunions tardives, des déplacements imprévus, des appels pris à l'écart. Je me disais que son travail l'exigeait. Quand je posais une question, il répondait calmement, avec cette assurance tranquille qui ne laisse pas de prise au doute. Je me félicitais de ne pas être soupçonneuse. J'appelais cela la confiance. Les années ont passé ainsi. On nous disait stable. On nous enviait. Je souriais. J'y croyais sincèrement. Je confondais l'habitude avec la sécurité. Je ne voyais pas encore que cette stabilité reposait sur une asymétrie silencieuse que je n'avais jamais interrogée. Ce matin-là, dans la cuisine, quelque chose avait changé. Je n'avais encore aucune preuve tangible, aucun document, aucun aveu complet. Mais une intuition, devenue trop précise pour être ignorée, s'était installée. Et sa phrase venait de lui donner une forme définitive. Tu n'as jamais eu besoin de tout savoir, il répétait, comme pour clore la discussion. Je l'ai regardé. Son visage était calme, presque soulagé. Il était convaincu que ces mots suffiraient, comme tant d'autres avant eux. Qu'il refermerait ce que je venais d'entrouvrir. Cette certitude m'a frappé plus que tout. Elle disait combien il était sûr de mon rôle, combien il croyait que je resterais là où il m'avait toujours placé. C'est compliqué, il ajouté. Et puis, tout va bien, non? Cette question, posée avec une fausse évidence, a agi comme un déclic. Tout va bien. Pour qui? À quel prix? J'ai compris alors que ce que j'avais appelé paix n'était peut-être qu'un arrangement silencieux, soigneusement entretenu par mon renoncement, à savoir, je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas cherché à convaincre. J'ai senti, au contraire, un calme très particulier m'envahir. Un calme qui ne cherchait plus à préserver, mais à comprendre. Un calme qui observait, qui reliait, qui se souvenait. Il s'est levé peu après, comme si la conversation était close. J'ai entendu ses pas s'éloigner. La radio continuait de parler. La cafetière s'est arrêtée. Le monde n'avait pas bougé. Et pourtant, tout venait de basculer. Je suis restée assise, les mains posées à plat sur la table. Je n'étais ni en colère, ni abattue. J'étais dans cet état rare où l'on cesse de se raconter des histoires. Je ne savais pas encore ce que je découvrirais. Je ne savais pas encore jusqu'où irait cette vérité. Mais je savais déjà une chose essentielle.
Si j'ouvrais les yeux aujourd'hui, ce n'était pas pour détruire ce que nous avions été. C'était pour cesser de vivre dans une version incomplète de ma propre vie. Et dans ce silence nouveau, choisi, une certitude s'est installée, ferme et tranquille. Après 30 ans de mariage, je n'étais plus prête à accepter qu'on décide, à ma place, de ce que je devais savoir. Revenir en arrière s'est fait presque malgré moi. Non pas par nostalgie, mais parce que ce que je venais d'entendre cherchait ses racines. J'avais besoin de comprendre comment j'avais pu traverser 30 années de mariage sans jamais sentir clairement le moment où je m'étais mise à accepter de ne pas tout savoir. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore persuadée que la solidité d'un couple se construisait dans la retenue. J'avais grandi avec l'idée que trop de questions abîment les liens, que la discrétion protège l'amour. Lui incarnait exactement cela. Il était calme, posé, toujours maître de lui. Il parlait peu de son passé, encore moins de ses émotions. À l'époque, je trouvais cela rassurant. J'y voyais une forme de stabilité, presque une promesse silencieuse. Nous nous sommes mariés sans éclat. Pas de grandes déclarations, pas de scènes inutiles. Une décision mûrie, raisonnable. Nous avions la même idée de la vie, avancer sans bruit, construire sans déranger. Je me souviens avoir pensé que nous nous étions trouvés parce que nous ne cherchions pas à nous impressionner. Aujourd'hui, je comprends que ce que j'appelais simplicité était peut-être déjà une forme de distance. Très vite, une organisation s'est installée. Lui s'occupait de ce qu'il appelait l'extérieur. Le travail, les finances, les décisions importantes. Moi, je gérais l'intérieur. La maison, les relations, les équilibres quotidiens. Rien n'a jamais été formulé clairement. C'était implicite. Naturel, croyais je. Je ne me suis jamais sentie exclue. Je me sentais utile. Et cette utilité m'a longtemps donné l'impression d'avoir ma place. Les premières années ont été calmes, régulières. Nous avions nos habitudes, nos silences confortables, nos rituels. Je disais souvent que nous n'avions pas besoin de tout nous dire pour nous comprendre. Cette phrase me revient aujourd'hui avec une précision troublante. Elle résumait exactement ce que je croyais être une force. Il y avait déjà des absences, bien sûr, des déplacements professionnels, des réunions tardives, mais rien qui me semblait anormal. Il expliquait toujours, parfois avec beaucoup de détails. Je prenais cette précision pour de l'honnêteté. Je n'imaginais pas qu'elle puisse aussi servir à construire une version crédible de la réalité. Je me souviens de moments où j'aurais pu poser une question de plus, où quelque chose en moi hésitait. Un regard détourné. Une conversation interrompue quand j'entrais dans la pièce. Mais je me disais que ce n'était rien, que je n'allais pas créer un malaise pour une impression vague. Je choisissais le calme. Toujours. Avec le temps, j'ai compris que ce calme était devenu mon rôle. On me le renvoyait souvent comme une qualité. On disait que j'étais compréhensive, raisonnable, solide. J'en étais presque fière. Je ne voyais pas encore que cette qualité me plaçait doucement à l'écart de certaines vérités. Il prenait parfois des décisions sans m'en parler. Il m'en informait ensuite, comme on informe quelqu'un qui n'a pas besoin de participer au choix. Je n'y voyais pas une domination. J'y voyais une protection. Il disait souvent « Ah, je préfère m'en charger pour que tu n'aies pas à t'inquiéter ». Je prenais ces mots comme une preuve d'attention. Aujourd'hui, je comprends qu'il dessinait surtout une frontière. Ne pas m'inquiéter signifiait ne pas savoir. Et ne pas savoir devenait une norme. Les années ont passé sans heurts apparents. Nous étions perçus comme un couple stable. Je souriais quand on me le disait. J'y croyais moi-même. Je confondais continuité et intimité. Je ne mesurais pas encore le prix de cette tranquillité. En repensant à ces 30 années, je ne ressens ni honte ni colère envers celle que j'étais. J'avais fait avec ce que je savais, avec ce que l'on m'avait appris. J'avais cru que l'amour durable exige parfois de s'effacer un peu. J'avais cru que le silence pouvait être un ciment. Mais ce retour sur le passé m'a permis une chose essentielle, comprendre que je n'avais pas été aveugle. J'avais simplement choisi de ne pas voir trop clairement, parce que voir aurait impliqué de changer d'équilibre. Et changer faisait peur. Aujourd'hui, en regardant ces années avec lucidité, je sais que ce que j'appelais paix reposait déjà sur une absence, celle de toute la vérité. Et cette absence, que j'avais acceptée par amour, allait bientôt réclamer d'être regardée en face. Les premiers signes n'ont jamais surgi comme des alertes franches.
Ils se sont installés dans le quotidien avec une douceur trompeuse, presque polie, au point que je les ai longtemps confondus avec l'usure normale d'une longue vie à deux. Je n'aurais pas su dire, quand l'équilibre a commencé à se fissurer. Je sais seulement qu'un jour, j'ai commencé à observer sans parler. Il y avait ces absences qui ne disaient pas leur nom. Pas des départs annoncés, pas des ruptures visibles, mais des décalages. Un dîner retardé à la dernière minute. Une réunion qui s'éternisait sans prévenir. Un week-end écourté pour une urgence professionnelle. Chaque explication semblait logique, isolément. Et je me félicitais de ne pas être de celles qui interrogent trop. J'appelais cela la confiance, sans voir que je l'utilisais, surtout pour me rassurer. Yves, les appels aussi avaient changé. Il se levait pour répondre, sortait de la pièce, parlait à voix basse. Quand il revenait, son visage était détendu, comme allégé. Je me disais que certaines discussions devaient rester confidentielles, que son travail l'exigeait. Je n'imaginais pas encore que cette discrétion n'était pas destinée à me protéger, mais à me tenir à distance. Son téléphone ne le quittait plus. Posé, face contre la table, toujours en silencieux. Quand l'écran s'allumait par inadvertance, il le retournait aussitôt, avec ce geste rapide qui ne laisse pas de place à la question. Je détournai le regard. Regarder aurait été reconnaître un doute. Et douter me semblait déjà trop. Il y avait aussi ces détails minuscules, presque ridicules, pris séparément. Une attention nouvelle pour son apparence certains jours. Une chemise repassée avec plus de soin. Un parfum différent, léger, presque imperceptible. Je trouvais toujours une explication. Le hasard. Une rencontre professionnelle. Une envie de changement. J'étais devenue experte en interprétations apaisantes. Quand je faisais une remarque, il souriait. Il disait que je remarquais trop de choses, que j'avais l'esprit occupé, que je m'inquiétais pour rien. Son ton n'était jamais agressif. C'était cela, le plus déstabilisant. Il savait utiliser la douceur pour désamorcer. Et je riais avec lui, soulagée de ne pas être celle qui crée un malaise. Il y avait le regard des autres, aussi. Pas accusateur. Interrogatif. Des silences qui s'installaient quand j'entrais dans une conversation. Des phrases qui semblaient se couper, puis reprendre sur un autre ton. Je me disais que je me faisais des idées, que tout le monde n'était pas tenu de tout partager. Je me reprochais même ces impressions vagues, comme si elles trahissaient une méfiance déplacée. Même, peu à peu, mon avis a compté moins. Pas officiellement. Il ne m'a jamais dit que je n'étais pas compétente. Au contraire, il me félicitait pour ma capacité à maintenir l'harmonie, à comprendre sans faire de vagues. Ces compliments dessinaient un rôle précis, celui de la femme raisonnable, celle qui facilite, celle qui n'interroge pas trop. J'ai accepté ce rôle, sans voir qu'il m'éloignait de moi à même. Il y a eu ces petites humiliations enveloppées de gentillesse. Une décision prise sans m'en parler, puis expliquée après coup. Une information jugée inutile pour moi. Toujours sous couvert de protection. Toujours avec l'idée que c'était pour mon bien. Et moi, je remerciais presque. J'avais appris à confondre l'exclusion avec la sollicitude. Mon corps, lui, savait avant moi. Une fatigue sourde, des réveils nocturnes sans raison claire. Cette impression persistante de vivre à côté de quelque chose d'essentiel. Je mettais cela sur le compte du temps qui passe, de l'âge, de l'usure naturelle des longues histoires. Je refusais d'y voir un signal. Je continuais pourtant à dire que notre couple était solide, parce que rien ne s'effondrait, parce que tout tenait encore. Je n'avais pas compris que cela tenait précisément parce que je me taisais, parce que je faisais taire mes doutes avant qu'ils ne deviennent des questions. Avec le recul, je comprends que ces silences, ces absences expliquées, ces décisions unilatérales, n'étaient pas des maladresses. Ils formaient un ensemble cohérent, une organisation invisible, patiemment construite. Une manière de vivre ailleurs sans être inquiété, pendant que je maintenais la façade. Je n'avais encore aucune preuve, aucun fait irréfutable. Seulement une accumulation de sensations que j'avais longtemps niées. Mais déjà, quelque chose s'était déplacé. Je n'étais plus complètement endormie. Je regardais, j'écoutais, je mémorisais. Et surtout, je gardais le calme. Non plus pour préserver l'équilibre, mais parce que, sans le savoir encore, ce calme devenait une ressource, une manière de me préparer à ce qui allait, enfin, devoir être nommé.
La vérité ne s'est pas révélée dans un éclat spectaculaire. Elle s'est imposée dans un moment ordinaire, presque trop banal pour contenir un bouleversement aussi profond. Ce jour-là, il était parti tôt, laissant derrière lui la maison silencieuse, comme tant d'autres matins. Je n'avais aucune intention particulière. Je rangeais, un geste mécanique, rassurant, que j'avais accompli des milliers de fois. En ouvrant un tiroir rarement utilisé, un papier s'est glissé hors d'une enveloppe. Il est tombé à mes pieds, sans bruit. Je l'ai ramassé distraitement, puis je me suis arrêtée. C'était un document simple, trop simple pour être anodin. Un relevé, une confirmation, une date précise. Une date qui m'a traversée comme un courant froid, parce que je la reconnaissais immédiatement. Ce jour-là, il m'avait appelé en fin d'après-midi. Sa voix était posée, presque désolée. Il m'avait parlé d'un imprévu, d'une obligation professionnelle urgente. Il rentrerait tard, peut-être même le lendemain. Je me souvenais parfaitement de ce soir-là. J'avais dîné seule, sans inquiétude. J'avais cru à son ton assuré, à sa logique irréprochable. Assise au bord du lit, le papier entre les mains, je l'ai relu plusieurs fois. Il n'y avait rien de scandaleux en apparence. Aucun aveu direct. Mais ce document ne pouvait pas exister sans tout ce que j'avais commencé à pressentir. Il s'inscrivait trop exactement dans la trame de ses absences, de ses silences, de ses explications trop bien rodées. Ce n'était pas une erreur. C'était une pièce d'un ensemble. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai ressenti quelque chose de plus solide. Une certitude calme, presque froide. Celle qui ne cherche plus à être rassurée. Celle qui ne tremble plus. J'ai continué à regarder. Pas avec fébrilité, pas avec rage. Avec méthode. D'autres papiers sont apparus. Des traces laissées sans précaution. Sans doute parce qu'ils ne pensaient pas que je les relirais un jour. Des dépenses pour deux, des lieux où je n'avais jamais été invitée. Toujours les mêmes périodes. Toujours ces absences que j'avais appelées normales. Il menait une autre vie. Pas une parenthèse. Pas un accident. Une organisation durable, pensée, entretenue. Et cette découverte n'a pas détruit quelque chose en moi. Elle a mis fin à une illusion que je maintenais seule depuis trop longtemps. Quand il est rentré ce soir, je l'ai observé différemment. Sa façon de poser ses clés, de me demander comment s'était passée ma journée. Il parlait comme toujours. Sereine, confiante. Je répondais normalement. Trop normalement peut-être. Il n'a rien perçu. Ou il a choisi de ne rien voir. Après le dîner, j'ai posé le document sur la table, entre nous. Mais sans mise en scène. Sans colère. Tu peux m'expliquer cela? Il a regardé à peine une seconde, puis a haussé les épaules. Un détail administratif. Rien d'important. Autrefois, cette réponse aurait suffi. Ce soir-là, elle a sonné creux. Ce jour-là, tu étais censé être ailleurs, et je dis calmement. Il a soupiré, agacé. Tu te fais des idées. Tu compliques toujours tout. Cette phrase, prononcée sans violence, a eu l'effet d'un verdict. Elle ne cherchait pas à expliquer. Elle cherchait à me faire douter de ce que je voyais. À transformer un fait en émotion excessive. À me renvoyer encore une fois à ce rôle que j'avais tenu si longtemps. Celle qui exagère, celle qui ressent trop. Il a parlé ensuite. Beaucoup. Des phrases bien construites, presque pédagogiques. Il évoquait la complexité, la nécessité de compartimenter, la protection. Il ne niait pas vraiment. Il minimisait. Et cette minimisation était la confirmation la plus douloureuse de tout ce que je venais de comprendre. Tu ne peux pas tout comprendre, il ajoutait. C'est plus simple, comme ça. Cette phrase a tout scellé. Elle posait clairement la hiérarchie. Lui, détenteur de la vérité entière. Moi, maintenu dans une version partielle, présentée comme suffisante, il ne s'agissait plus seulement d'un mensonge. Il s'agissait d'une exclusion organisée. Je n'ai pas demandé depuis quand. Je n'ai pas demandé avec qui. Ces questions m'auraient encore placé dans l'attente, dans la demande. Je n'attendais plus. Je constatais. Cette nuit, je n'ai presque pas dormi. Non par douleur vive, mais parce que mon esprit travaillait avec une clarté nouvelle. Les souvenirs se réalignaient. Les silences prenaient sens. Tout ce que j'avais appelé confiance se révélait être
Un accord tacite que je n'avais jamais réellement consenti. Je n'étais pas face à une trahison soudaine. J'étais face à une construction patiente, rendue possible par mon calme. Et pour la première fois, j'ai compris que ce calme, que j'avais offert pour préserver, pouvait désormais servir à autre chose. Il n'était plus un refuge. Il devenait une force. Les nuits qui ont suivi n'ont pas été traversées par des crises intérieures, ni par des scènes que l'on rejoue sans fin. Elles ont été étonnamment calmes, presque trop. Un calme dense, attentif, comme si quelque chose en moi avait cessé de lutter pour se mettre enfin à comprendre. Je dormais, par fragments, et chaque réveil me ramenait à la même certitude, intacte, posée là, sans violence. Je savais. Je me levais souvent avant l'aube. La maison était immobile, débarrassée de toute mise en scène. Je restais assise à la table de la cuisine, sans allumer la lumière, laissant le jour arriver lentement. Les objets familiers semblaient différents, pas parce qu'ils allaient changer, mais parce que je ne cherchais plus à leur donner un sens rassurant. Je les regardais tels qu'ils étaient. Et cette simplicité m'apaisait. Je reprenais les faits un à un, non pour me faire mal, mais pour les remettre à leur place exacte. Le document trouvé. Les dates reconnues. Les phrases prononcées sans trembler. Tu compliques tout, tu ne peux pas comprendre. C'est plus simple comme ça. Ces mots ne me blessaient plus. Ils devenaient des repères. Ils traçaient clairement la frontière qu'il avait installée depuis des années entre ce qu'il savait et ce que j'étais censé ignorer. Je me suis interrogée sur moi-même avec une honnêteté nouvelle. Comment avais-je pu accepter si longtemps cette position? La réponse n'était ni humiliante ni accusatrice. Elle était simple. J'avais cru que la stabilité se protégeait par le silence, que l'amour durable demandait parfois de ne pas poser certaines questions. J'avais confondu retenue et renoncement, patience et effacement. Il m'arrivait de prier, sans demander de miracle ni de réparation. Ce n'était pas une prière pour qu'il change, ni pour qu'il avoue davantage. C'était une prière pour rester droite, pour ne pas laisser cette découverte me défigurer. Je ne voulais pas devenir amère ni violente. Je voulais traverser cette étape sans me perdre. À côté de moi, il semblait inquiet sans le dire. Je percevais ses mouvements nocturnes, ses silences prolongés. Il sentait que quelque chose avait changé, mais il ne savait pas encore quoi. Pour la première fois, cette incertitude ne m'appartenait plus. Je n'étais plus chargée de maintenir l'équilibre. Ce poids glissait lentement de mes épaules. Je n'ai posé aucune nouvelle question. Les réponses auraient été inutiles. Elles auraient tenté de reformer le brouillard, de transformer des faits en malentendus. Je ne cherchais plus la vérité dans ses paroles. Je la tenais déjà, entière, dans l'alignement des dates et des gestes. J'ai compris alors que l'attente d'un aveu est souvent une manière de retarder sa propre décision. J'ai commencé à écrire. Pas pour me plaindre, pas pour accuser. Un carnet simple, posé sur la table. J'ai noté ce que je savais, ce que je voyais clairement désormais. Mettre ces éléments noirs sur blanc avait un effet étonnamment apaisant. Je ne rassemblais pas des reproches. Je rassemblais ma réalité sans l'adoucir ni la charger. Peu à peu, une question s'est imposée, plus insistante que les autres. Qu'est-ce ce que je voulais, moi, pas ce que l'on attendait de moi, pas ce qui préserverait l'image d'un couple tranquille, ce que je voulais vraiment. La réponse n'est pas venue d'un coup. Puis, elle s'est formulée avec une clarté désarmante. Je voulais cesser d'être la femme à qui l'on cache une vie entière, sous prétexte de la protéger. Je voulais redevenir un sujet, pas un décor. Cette décision intérieure n'a déclenché ni colère, ni précipitation. Elle a installé un calme nouveau, plus ferme, plus stable. Je n'avais pas encore de plan précis. Je n'avais pas encore entrepris de démarche concrète. Mais j'avais cessé d'espérer une réparation venant de lui. Et ce renoncement m'a rendu libre. Un matin, en refermant le carnet, j'ai écrit une phrase simple, presque sèche. Ne plus douter de ce que je vois. Cette phrase est devenue mon point d'ancrage. Chaque fois que le doute tentait de revenir, je la relisais. Elle ne laissait aucune place au flou. Je comprenais désormais que le calme que j'avais longtemps offert pour préserver une façade changeait de nature. Il cessait d'être un réflexe appris. Il devenait un choix conscient, orienté, prêt à soutenir l'action. Je n'étais plus dans l'attente. Je n'étais plus dans la peur. Je me tenais à l'orée d'un passage décisif,
celui où l'on cesse de se taire pour éviter le conflit, et où l'on commence à garder le silence pour se préparer à reprendre sa place. La préparation n'a pas commencé par un geste spectaculaire. Elle s'est installée avec la même discrétion que celle qui avait longtemps gouverné ma vie. À l'extérieur, rien ne semblait changer. Les repas se prenaient aux mêmes heures. Les phrases restaient polies. Les habitudes poursuivaient leur course tranquille. Et pourtant, tout avait déjà basculé. Je savais que je ne pouvais plus agir dans l'émotion. Le choc était derrière moi. La douleur aussi. Contenue. Tenue à distance par une lucidité dense, presque méthodique. 30 années passées à maintenir le calme ne pouvaient pas se transformer en tempête soudaine. Je ne voulais ni éclat, ni règlement de compte. Je voulais une sortie droite. Une issue qui ne me défigure pas. J'ai pris un premier rendez-vous sans en parler. À lieu neutre, loin de nos habitudes, où personne ne me connaissait. Je n'ai pas raconté mon histoire comme un récit. J'ai exposé des faits, des dates, des absences répétées, des documents retrouvés. J'ai parlé peu, précisément. La personne en face de moi a écouté longuement, puis a posé une question simple, presque déroutante par sa sobriété. Aviez-vous consenti à cela? Cette question a fait l'effet d'un axe autour duquel tout s'est réorganisé. Non. Je n'avais jamais consenti, ni explicitement, ni tacitement. Et dans ce non, prononcé à voix haute pour la première fois, j'ai senti quelque chose se redresser définitivement en moi. Il ne s'agissait plus d'un malaise intime. Il s'agissait d'une limite franchie, sans mon accord. On m'a expliqué ce que je pouvais faire. Pas dans la précipitation. Pas dans l'affrontement. Avec méthode. Avec patience. La loi n'aime ni le bruit ni la colère. Elle aime la cohérence. J'écoutais attentivement. Je posais des questions. Je notais. Chaque information venait renforcer une évidence. Je n'étais pas démunie. J'avais des droits. Et surtout, j'avais le temps. Ensuite, j'ai commencé à rassembler ce qui m'appartenait. Des copies de relevés. Des documents que je n'avais jamais regardés de près. Des traces laissées sans précaution. Sans doute parce qu'ils ne pensaient pas que je les relirais un jour. Je ne cherchais pas à accumuler des preuves par vengeance. Je cherchais à établir une réalité claire, et cette clarté avait un effet apaisant. La vérité, quand elle est structurée, cesse d'être une menace. Je suis allée à la banque, un matin ordinaire. J'ai posé des questions simples. J'ai demandé des historiques. J'ai ouvert un compte à mon nom. Un geste banal, presque administratif. Et pourtant, en signant, j'ai senti un déplacement profond. Cette signature à là ne couvrait personne d'autre. Elle me représentait entièrement. Pour la première fois depuis longtemps, un acte concret me liait uniquement à moi. À la maison, il continuait à parler comme avant. Il évoquait des projets, des idées, un avenir flou qu'il supposait commun. Je l'écoutais avec une distance nouvelle. Ces mots n'organisaient plus mon monde. Ils flottaient. Je comprenais enfin que la normalité peut être une mise en scène, et que la continuité est parfois une simple inertie. Le carnet est devenu mon allié. Chaque soir, j'y notais l'essentiel. Les démarches faites. Les réponses obtenues. Les points à éclaircir. Rien d'émotionnel. Cette rigueur m'empêchait de replonger dans la culpabilité ou le doute. Elle me donnait un axe. J'avais longtemps vécu dans l'adaptation permanente. J'entrais dans l'action mesurée. La question du lieu s'est imposée sans drame. Cette maison que j'avais entretenue, habitée, protégée. Elle n'était plus un refuge. Elle était devenue un décor. Toucher à ce lieu, c'était accepter que certaines histoires ne se terminent pas là où elles ont été jouées. J'ai posé la question. Les réponses ont été claires. Là aussi, j'avais des droits. Et surtout, j'avais le choix. Je n'ai rien dit à mes proches. Ce silence n'était pas de la honte. C'était une protection. J'avais appris que les confidences prématurées fragilisent les décisions. Je gardais pour moi ce qui m'appartenait désormais, la trajectoire. Parfois, une émotion tentait de s'imposer. Une tristesse lourde. Une colère sourde. Je les laissais passer sans les nourrir. Elles n'étaient plus aux commandes. Je refusais de transformer cette lucidité en chaos. Je ne cherchais pas la vengeance. Je cherchais la cohérence. 2 mots. Un soir, il m'a demandé si tout allait bien. J'ai répondu que oui. Et c'était vrai.
Les choses allaient enfin dans le sens de mon alignement intérieur. Il a hoché la tête, rassuré. Il confondait encore mon calme avec une résignation. Il ne voyait pas que ce calme avait changé de nature. La préparation n'était pas une guerre. C'était une reprise de territoire. Et je savais désormais que, le moment venu, je n'aurais ni à crier, ni à me justifier. Il me suffirait de poser les faits, et de rester là, droite, fidèle à ce que j'avais mis toute une vie à préserver. Ma dignité. Le moment de la confrontation ne s'est pas imposé comme une explosion. Il est arrivé quand tout était prêt, à l'intérieur comme à l'extérieur, quand je savais que je pourrais parler sans trembler et me taire sans fuir. Un soir calme, presque ordinaire, comme si la vérité avait choisi la banalité pour ne pas être dramatisée. J'étais assise à la table du salon. Devant moi, une chemise fine, ordonnée. Rien d'épais, rien d'agressif, l'essentiel seulement. Il est entré, a posé ses clés, a jeté ce regard rapide qui lui servait à mesurer l'atmosphère. Il a senti quelque chose. Une retenue nouvelle. Un silence différent. Il a compris que ce soir, Allah ne serait pas comme les autres. Il faut qu'on parle, et a jeudi. Ma voix était calme. Pas froide. Calme autrement. Celle qui n'attend plus d'être rassurée. Il s'est assis lentement. J'ai ouvert la chemise et posé le premier document sur la table. Une date, un lieu, rien d'accusateur en soi. Juste précis. Tu reconnais? Aya, je demandai. Il a regardé à peine une seconde, puis a haussé les épaules. Oui. Et alors? J'ai posé le second papier. Puis le troisième. Les dates s'alignaient. Les absences trouvaient leur place. Les incohérences devenaient lisibles. Je ne commentais pas. Je posais. Les faits nus, sans adjectif. Il a soupiré, comme lassé. Tu fais tout un drame pour des choses sans importance. Elles ont eu de l'importance pour moi, ai-je répondu simplement. Mais il a tenté de reprendre la main, de parler de compartimentation, de nécessité, de protection. Il utilisait ces mots comme des boucliers, convaincu qu'il suffirait encore. Je l'ai laissé aller au bout. Ces phrases étaient bien construites, presque pédagogiques. Elles arrivaient trop tard. Quand il s'est arrêté, j'ai posé la dernière feuille. J'ai consulté. Et je dis. Il s'est figé. Qui? Des professionnels. Et j'ai agi. Le silence qui a suivi n'était pas tendu. Il était vide. Comme si, pour la première fois, ces mots ne trouvaient plus où se poser. Il m'a regardé longuement, cherchant sans doute le doute qu'il avait toujours trouvé. Il n'y avait plus rien à exploiter. Qu'est-ce à ce que tu veux? A-il demandé, plus bas. Cette question, je me la posais depuis des semaines. La réponse était claire. Je veux que ce qui me concerne ne soit plus décidé sans moi. Je veux sortir de ce rôle où je maintiens le calme pendant que tu vis ailleurs. Il a froncé les sourcils. Tu exagères? Non. Jeune homme. Il a baissé les yeux. Ce geste, si rare chez lui, m'a frappé. Je n'y ai vu ni effondrement ni remords spectaculaires. J'y ai vu la fin d'une certitude, celle que mon calme le protégerait toujours. Il a parlé de nous. Des années passées. De ce que les autres diraient. De l'image. De la stabilité à préserver. Ces arguments m'étaient familiers. Ils avaient longtemps guidé mes propres renoncements. Je les ai écoutés, puis j'ai répondu doucement. La stabilité qui repose sur ce que je n'ai jamais eu le droit de savoir n'est pas une stabilité. C'est un arrangement. Tu vas partir? Il murmuré. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je ne voulais pas transformer cet instant en menace. Je vais choisir, je dis. Il a tenté une dernière fois de minimiser, de parler d'erreur, pas de mensonge, de protection, pas d'exclusion. Je l'ai regardé sans colère, sans ironie. Protéger quelqu'un, je dis, ce n'est pas lui cacher une vie entière. Il n'a plus rien dit. Le silence qui s'est installé n'avait rien d'hostile. Il était définitif. Comme une ligne tracée après trop d'années à contourner l'essentiel. Je me suis levée. Il n'a pas essayé de me retenir. La confrontation n'avait rien de spectaculaire. Elle avait cette clarté nue qui ne laisse plus de place au déni. J'avais posé les faits. J'avais nommé. Et je n'attendais plus ni approbation ni réparation. Ce soir-là, je n'ai ressenti ni triomphe ni vengeance.
Seulement un calme ferme, profond. Celui qui suit les décisions prises sans violence. Et par celui qui naît quand on cesse enfin de porter ce qui ne nous appartient pas. Je n'avais pas crié. Je n'avais pas supplié. Je n'avais pas humilié. J'avais simplement mis fin à une histoire telle qu'elle était racontée sans moi. L'éclatement n'a pas pris la forme d'un fracas. Rien n'a volé. Aucun mot n'a claqué contre les murs. Il s'est produit autrement, par glissements successifs, comme si chaque chose quittait lentement la place qu'elle occupait. Depuis trop longtemps. Le silence, cette fois, n'était plus une protection. Il devenait un révélateur. Les jours qui ont suivi la confrontation ont été d'une étrangeté presque irréelle. Il continuait à vivre dans la maison, mais différemment, comme un invité prudent. Ses gestes étaient mesurés, ses paroles rares. Il tentait de réinstaller une normalité de surface, de parler du quotidien, des courses à faire, des factures à régler. Je répondais avec courtoisie, sans m'engager. Mes phrases étaient brèves, exactes. Je ne nourrissais plus d'illusions. Cette retenue le déstabilisait davantage que la colère n'aurait pu le faire. Il avait toujours su composer avec mes silences anciens, ceux qui arrondissaient les angles. Pas avec celui assis. Celui assis ne demandait rien. Il constatait. La famille a senti le changement avant d'en comprendre la cause. Des appels hésitants. Des messages prudents. On me demandait si tout allait bien, avec cette inquiétude feutrée qui évite la question centrale. Je répondais que les choses se réorganisaient. Ce mot suffisait à troubler. On attendait de moi un récit, une plainte, une version claire. Je n'offrais rien de tout cela. Certains ont tenté de relativiser. 30 ans de mariage, disait à il, ce n'est pas rien. Il fallait comprendre, replacer dans le contexte, préserver ce qui pouvait l'être. De Mittal, ces phrases m'étaient familières. Elles avaient longtemps justifié mes propres renoncements. Je les écoutais désormais comme on écoute un discours ancien, sans m'y reconnaître. Comprendre n'était plus mon objectif. Me respecter, si. D'autres se sont tus. Un silence lourd, chargé d'une reconnaissance implicite. Ceux Allah savaient peut-être. Ou avaient deviné sans jamais oser nommer. Mon refus de me taire venait déranger un équilibre plus large que notre couple. Il rappelait à chacun le prix d'une harmonie construite sur l'effacement d'un seul. La maison, elle aussi, changeait de statut. Elle n'était plus un refuge, ni un symbole. Elle devenait un lieu de transition. Je cessais d'y projeter des lendemains. Mais juste, je ne réparais plus ce qui se fissurait. Je n'entretenais plus la fiction d'une continuité. Chaque pièce semblait déjà appartenir à un autre temps. Je circulais dans ces espaces avec une distance nouvelle, presque étrangère. Il dormait parfois ailleurs, parfois sur le canapé. Aucune dispute ouverte. Aucun reproche frontal. Une séparation diffuse s'installait, irréversible, sans bruit. Les décisions prises dans l'ombre pendant des années commençaient à produire leurs conséquences. Des incohérences apparaissaient, des questions surgissaient. Le récit qu'il avait entretenu se fragilisait dès qu'il n'était plus soutenu par mon calme d'autrefois. Un soir, il a tenté de parler de compromis, d'arrangement possible, de ce qui pouvait encore être sauvé. Il utilisait ce mot comme on s'accroche à une planche. Je l'ai laissé aller au bout. Puis, j'ai répondu calmement que je ne cherchais plus à sauver une image. Je cherchais à rester entière. Cette phrase a clos la discussion. Définitivement. Je me suis rendu compte que je n'étais plus au centre du chaos. Les conversations se faisaient sans moi. Les justifications aussi. J'étais devenue extérieure à une histoire que j'avais longtemps portée seule. Cette distance n'était pas une fuite. C'était une libération. Je pouvais observer sans absorber, entendre sans porter. Il restait une tristesse. Pas celle du drame, mais celle des habitudes qui se délitent lentement. Des projets qui n'auront jamais lieu. Des soirées qui ne seront plus partagées. Je l'acceptais sans la nourrir. Elle passait, comme passent les saisons quand on cesse de leur résister. Je regardais parfois cet homme avec qui j'avais partagé tant d'années. Je ne voyais plus le mari solide, ni le pilier. Rassurant. Je voyais quelqu'un confronté à une limite qu'il n'avait jamais envisagée. La fin de mon rôle de gardienne du décor. Cette vision ne m'apportait ni triomphe, ni vengeance. Elle m'apportait de la clarté. L'éclatement n'a pas détruit une famine. Il a révélé ce qui ne tenait que parce que je gardais le calme à la place de tous. Les rôles se redistribuaient. Les masques tombaient.
Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas peur de ce qui venait après. Parce que ce qui venait après ne dépendait plus de son mensonge. Il dépendait désormais de mon choix. La nouvelle vie n'a pas commencé par un grand départ théâtral. Elle s'est installée doucement, presque avec pudeur, comme si elle voulait vérifier que j'étais prête à l'accueillir, sans la forcer. Le jour où j'ai quitté la maison, il n'y a pas eu de scène d'adieu. J'ai fermé la porte calmement, avec un sac léger, et cette sensation étrange de ne rien laisser d'essentiel derrière moi. L'appartement que j'avais choisi était simple, clair, rien de luxueux, rien de symbolique, juste un lieu à ma mesure. En posant les clés sur la table, j'ai ressenti un soulagement inattendu. Ce n'était pas de la joie éclatante. C'était mieux que cela. Une respiration pleine, profonde. Personne n'allait me demander où j'étais passée, ni pourquoi je rentrais à telle heure. Le silence n'était plus une absence. Il devenait un espace. Les premiers jours, j'ai beaucoup marché, sans but précis. J'explorais les rues du quartier, les commerces de proximité, les visages anonymes. Être inconnu avait quelque chose de réparateur. Personne ne me définissait comme l'épouse de quelqu'un, comme la femme calme qui arrange. J'étais simplement une femme qui avançait, sans rôle à tenir. Je redécouvrais les gestes simples. Préparer un repas pour une seule personne, sans calculer les goûts de l'autre. Ranger sans anticiper un jugement silencieux. Choisir l'heure du coucher selon ma fatigue réelle. Ces détails, insignifiants en apparence, redessinaient mes journées. Ils me rappelaient que la liberté n'est pas une abstraction, mais une somme de décisions minuscules que l'on s'autorise enfin à prendre. Il y a eu des moments de solitude, surtout le soir. Pas une solitude angoissante, mais une solitude nue qui oblige à se regarder sans détour. Je m'asseyais près de la fenêtre, j'observais les lumières s'allumer dans les cieux, appartements voisins. Je laissais venir les souvenirs, sans les repousser, sans m'y noyer. Certains faisaient mal, d'autres me semblaient lointains, presque étrangers. Aucun ne me dominait plus. Je pensais parfois à lui, pas avec colère, avec une distance tranquille. Je n'avais plus besoin de comprendre chaque détail de ce qu'il avait caché. Ce besoin appartenait à la femme, qui cherchait encore à réparer, à sauver. Aujourd'hui, je savais que comprendre n'est pas toujours nécessaire pour se libérer. La clarté suffisait. Et cette clarté était déjà là. J'ai rencontré des gens, sans le chercher vraiment. Une voisine attentive. Un commerçant qui se souvenait de mon prénom. Des conversations simples, sans enjeu, sans sou à entendu. Ces liens légers avaient une valeur immense. Ils ne me demandaient rien d'autre que d'être présente. Je n'avais pas à me taire pour préserver quoi que ce soit. Il m'est arrivé de douter. De me demander si je n'avais pas tout détruit trop tard. Si cette liberté tardive valait le prix de tant d'années réinterprétées. Ces pensées venaient surtout les jours de fatigue. Je les laissais passer. Elles perdaient vite leur force face à cette sensation nouvelle, celle de ne plus me trahir moi à même. Je reprenais goût à certaines choses oubliées, lire longtemps sans interruption, écouter de la musique sans la commenter, prendre le temps de ne rien faire. J'avais vécu tant d'années dans l'ajustement permanent que le simple fait de ne pas m'adapter devenait une victoire silencieuse. Parfois, je me surprenais à sourire, sans raison précise. Pas un sourire de façade, mais un sourire intérieur. Discret, presque étonné. Celui que l'on a quand on réalise que l'on n'est plus en train de survivre, mais d'habiter sa vie autrement. Je réfléchissais aussi au pardon. Non comme une obligation morale, mais comme une possibilité lointaine. Je comprenais que pardonner ne signifiait pas excuser, ni rétablir un lien. Pardonner pouvait simplement vouloir dire ne plus laisser l'autre occuper mes pensées. Sur ce point, je ne me pressais pas. Certaines décisions demandent du temps pour devenir justes. Cette nouvelle vie ne promettait pas le bonheur éclatant. Elle offrait quelque chose de plus solide, la cohérence. Mes gestes correspondaient enfin à mes valeurs. Mon calme n'était plus une posture apprise. Il était devenu un état naturel, né de l'accord entre ce que je savais et ce que je faisais. Je sentais pourtant qu'il restait une étape. Une dernière. Celle où l'on regarde le passé sans trembler, où l'on accepte ce qu'il a coûté sans le laisser définir ce qui vient. Cette étape approchait, lentement, et pour la première fois depuis longtemps, je ne la redoutais pas. Je savais que cette dernière étape ne serait ni spectaculaire ni bruyante.
Il n'y aurait pas de révélation tardive, pas de retournement de situation, pas de victoire à brandir. Seulement ce moment précis où l'on peut regarder ce qui a été sans chercher à le corriger, sans tenter de le justifier. Ce moment est venu un matin calme, quand la lumière entrait doucement dans l'appartement, sans réveiller de douleur ancienne. Je me suis assise près de la fenêtre, une tasse chaude entre les mains. La rue suivait son rythme ordinaire. Des pas pressés, des voix lointaines, une vie qui continuait sans me demander d'explication. Pendant longtemps, j'avais cru que l'existence se mesurait au regard de l'autre, à l'équilibre fragile, qu'il fallait préserver coûte que coûte. J'apprenais enfin qu'on peut exister pleinement hors de ce regard, dans un espace où rien n'a plus besoin d'être prouvé. J'ai pensé à la femme que j'avais été pendant ces 30 années de mariage, celle qui croyait que la durée était une preuve, celle qui appelait paix ce qui n'était parfois qu'un arrangement silencieux. Je n'éprouvais aucune colère envers elle. Elle avait fait ce qu'elle pouvait, avec ce qu'elle savait, avec ce qu'on lui avait appris. Elle avait tenu longtemps, sans éclat, sans cri. Et tenir ainsi, sans se briser complètement, est déjà une forme de courage. Puis j'ai pensé à celle que je devenais, plus lente, plus attentive à ce qui se joue derrière les mots. J'avais compris que la vérité n'a pas besoin d'être criée pour être ferme. Non, qu'elle peut s'installer doucement, comme une limite claire que l'on cesse enfin de franchir. J'avais compris aussi que la paix n'est pas l'absence de conflit, mais l'accord profond avec ce que l'on refuse désormais d'accepter. Je me suis interrogée sur la notion de réparation. On parle souvent de tourner la page, de reconstruire, de sauver ce qui peut l'être. Mais certaines histoires ne demandent pas à être réparées. Elles demandent à être reconnues pour ce qu'elles ont été, puis déposées là où elles ne peuvent plus nuire. Je n'avais pas besoin d'aveux tardifs ni d'excuses partielles. J'avais besoin de cohérence. Et cette cohérence, je l'avais trouvée en cessant d'attendre. Il restait une mélancolie, discrète, presque douce, celle des années vécues à côté d'une vérité qui m'aurait permis d'autres choix, celle des projets bâtis sur une base incomplète. Cette mélancolie n'était plus une blessure vive. Elle était devenue une ligne fine, intégrée, qui me rappelait le prix de ce que j'avais accepté trop longtemps. Je la portais sans la nourrir. Elle appartenait à mon histoire, pas à mon avenir. La liberté tardive a aussi son poids. Réinventer ses habitudes. Traverser seul des moments que l'on avait imaginés à deux. Accepter certains silences. Mais ce poids n'était plus une punition. Il était le prix juste d'une vie redevenue mienne. Et je l'acceptais sans amertume, parce qu'il n'y a pas d'âge pour se choisir. J'ai repris mon carnet, celui qui m'avait accompagné dans les nuits d'insomnie. Je l'ai feuilleté lentement. Les premières pages portaient encore la trace de cette lucidité douloureuse qui cherchait une issue. Les dernières étaient plus calmes, presque apaisées. Je me suis rendu compte que je n'écrivais plus pour comprendre ce qui m'avait été caché, mais pour transmettre une permission. Pas une accusation, une possibilité. Celle de ne plus se taire pour préserver une histoire qui vous efface. Si quelqu'un devait lire ces lignes un jour, j'aimerais qu'il y trouve ceci. La durée ne justifie pas le mensonge. L'harmonie construite sur l'ignorance d'un seul est une trêve fragile. Et la vérité, même tardive, n'est pas une catastrophe. Elle est une clarification. Je me suis levée. J'ai rangé le carnet dans un tiroir. J'ai regardé cet espace simple, lumineux, sans trace de victoire ni de défaite. Il y avait de l'air, de la place, une présence tranquille. Rien n'avait été détruit. Quelque chose avait été remis à sa juste place. Je n'ai pas cherché à punir. Je n'ai pas cherché à humilier. Je n'ai pas cherché à être reconnue comme une victime. J'ai simplement cessé de protéger une histoire construite sur mon ignorance. 30. Et aujourd'hui, dans ce calme que je n'avais jamais connu, je peux enfin le dire sans trembler, comme un message adressé à celles et ceux qui se taisent trop longtemps. Le silence peut aussi être une forme de justice.